Il est 7h41 et vous êtes bien sur RMC et sur RMC Story Canal 23. Il s'appelle Pépito, un ado de 14 ans recruté comme tueur à gages. Début ce matin donc à Paris du procès de ce jeune garçon de 14 ans qui avait abattu un chauffeur VTC à Marseille. L'adolescent devait à l'origine exécuter un contrat dans une affaire de trafic de drogue. Bonjour Fabrice Rizzoli. Bonjour. Vous êtes spécialiste de la grande criminalité, fondateur de l'association Crime Halt. Est-ce qu'on a déjà le souvenir d'un meurtrier aussi jeune qui est exécuté comme ça, de sang-froid, un contrat ? Je ne crois pas. Dans le crime organisé, c'était un petit peu plus professionnel quand même avant en matière d'assassinat. On a toujours recruté des mineurs pour des tâches subalternes, mais là, pour l'assassinat, 14 ans, c'est très très jeune. Oui, ça serait une première. Notons quand même que lui dit que le coup est parti tout seul. Donc, de sang-froid, on verra si le procès permet de déterminer les exacts faits qui ont eu lieu. Ce qui est sûr, c'est que la balle, en tout cas, elle a été tirée dans la nuque. Oui. Du VTC qui lui-même, du chauffeur VTC qui lui-même était en train de conduire. Il y a donc ce procès qui s'ouvre tout à l'heure. Et au fond, ce que l'on comprend aussi, c'est la manière dont le compte à rebours a été enclenché. Et c'est ce qui m'intéresse aussi dans cette histoire. C'est qu'il y a du crime organisé avec la tension entre en gros deux bandes rivales. Il y a d'abord un jeune homme de 15 ans, qui est lui-même lacéré de coups de couteau, puis brûlé vif. Et c'est en représailles de la mort de ce jeune homme-là qu'un homme lui-même appelé le H, qui est à ce moment-là en prison, commandite depuis sa prison ce meurtre qui est censé être un meurtre de représailles. Et ensuite, c'est la mauvaise cible qui est touchée. Au fond, on a l'impression il n'y a rien qui va dans cette histoire. C'est-à-dire que c'est un homme qui est en prison, qui passe la commande, qui trouve sur les réseaux sociaux Pépito. Expliquez-nous comment c'est possible d'en arriver là. Alors, précisément, le procès qui va s'ouvrir à Paris, finalement, n'est pas le procès que de Pépito. C'est parce qu'il est mineur, qu'il est jugé à part, etc. Mais en réalité, la réponse de la justice est classique face à cette criminalité collective, puisque derrière ce meurtre, il y a quelqu'un en prison du crime organisé. Il est certes recruté sur Snapchat, mais il y a quelqu'un qui vient le chercher à la gare. Il y a quelqu'un d'autre qui l'amène à l'hôtel. Il y a quelqu'un qui lui fournit une arme. On est précisément dans une dimension de crime organisé collectif selon la définition de la Convention de Palerme. Et les procès auront lieu pour les personnes qu'on a réussi déjà à mettre en lumière, dont la personne qui est en prison, qui a reconnu les faits. C'est même lui qui a... commandité. Et qui a même appelé la police. Voilà, racontez-nous ça parce que c'est fou. Le commanditaire en prison s'est auto-dénoncé et a donné le nom du jeune meurtrier, car il n'était pas satisfait de sa prestation, dans la mesure où il n'a pas tué la bonne cible. Donc il le balance aux flics en quelque sorte. Alors, si vous voulez cette dire... histoire est folle. C'est depuis la prison que les policiers reçoivent un appel, et cet homme dit « Je vous appelle depuis la prison, voilà, je vous dis qu'à telle adresse à Marseille, vous allez trouver un jeune homme, il sera sûrement ensanglanté parce qu'il vient de commettre un crime. » C'est bien la preuve d'ailleurs que finalement, parfois même, les gangsters font des hiérarchies entre les victimes. Je rappelle que le commanditaire a été très gêné qu'un honnête chauffeur de taxi soit assassiné en lieu et place de la cible. Je rappelle que la conférence de presse de la DZ Mafia qui se désolidarise de cet assassinat et de ce meurtre en disant... On n'a pas besoin d'embaucher des mineurs pour tuer des gens, parce que regardez, d'ailleurs, c'est pas efficace, ça tue, c'est pas le mot, mais ça tue des innocents. Car encore une fois, c'est une victime innocente qui est morte. C'est du délire. Et je précise évidemment pour ceux qui nous écoutent à la radio que vous dites ça avec une forme d'ironie que l'on lit sur votre visage, c'est-à-dire que vous êtes sidéré, au fond, de presque la manière dont la DZ Mafia voudrait se racheter une forme de virginité. Genre, nous, non, on touche pas les innocents. Alors peut-être que mon ironie serait plutôt du fait que encore aujourd'hui, le concept de victime innocente n'est pas... vraiment rentrer dans les mentalités, mais que dire d'autre? Quand je vois des articles de presse qui disent victime collatérale, ben non, une victime collatérale, c'est d'une guerre juste dans nos représentations. C'est pas le mot collatéral qui compte. Mais si on se défend contre l'envahisseur, eh ben quand on tire, on peut tuer une mamie qui était dans sa maison. Là, c'est pas le cas. C'est des gens qui décident de s'entretuer. Et quand les victimes ne sont pas impliquées dans le trafic, on parle de victimes innocentes. C'est le cas de Nassim. Et la DZ Mafia s'affranchit et dit « Ah non, c'est pas nous ». Et ils disent que c'est parce que ils n'ont pas besoin de jeunes tueurs. Alors, c'est pas vrai, ils recrutent des jeunes tueurs. Ils recrutent des jeunes tueurs et des jeunes effectivement de plus en plus jeunes. Hier, j'interrogeais Laurent Nunez aussi sur la question de l'excuse de minorité. Oui. Est-ce qu'au fond, parce que, et vous le disiez, ce jeune Pépito, 14 ans au moment des faits, 15 ans aujourd'hui,
va être poursuivi, va être jugé à partir de ce matin devant un tribunal pour enfants. Et c'est vrai que quand on entend cette expression, tribunal pour enfants, et quand on voit à l'inverse l'extrême gravité des faits, on se dit, et je posais la question hier au ministre de l'Intérieur, est-ce qu'il n'y a pas une fragilité dans ce concept même d'excuse de minorité? Le ministre de l'Intérieur, écoutez sa réponse, je voudrais que vous puissiez y réagir. Laurent Nunez. La part des mineurs dans la délinquance depuis 2016 ne cesse de baisser. C'est-à-dire, si on prend le total des mises en cause, quels que soient les items de la délinquance, le pourcentage de mineurs baisse. En revanche, ce qu'on constate, c'est que la violence s'invite dans les relations pour des motifs extrêmement futiles. On a de plus en plus d'usage d'armes blanches. Et oui, on peut parler d'une montée de la violence chez les jeunes. C'est un véritable fait de société. Il reconnaît cette montée de la violence. Et sur la question de l'excuse de minorité, il dit qu'il faut réfléchir, peut-être même à la supprimer. Je n'y crois pas du tout. En fait, la gravité des faits n'a pas de rapport avec le fait que la personne qui est jugée est un mineur, son cerveau n'était pas encore totalement développé, il n'a pas encore toute la conscience politique, citoyenne, tout ce que vous voulez de la gravité de ses actes. Et il y a la personnalité de ce jeune homme. Quand on lit l'article de Mediapart qui est sorti hier, qui a fait l'effort de reprendre toute l'enquête de l'action sociale qui montre toutes les défaillances. C'est une catastrophe. Quand on regarde, effectivement, il était déscolarisé, il avait été de foyer en foyer, il avait déjà dû fuguer plusieurs fois, il était lui-même acteur d'un trafic de stupes, mais lorsque l'on découvre également qu'au moment où il fait ça, il est seul. Il est seul pourquoi ? Parce que ses parents sont eux-mêmes incarcérés dans des dossiers liés à la drogue. Par ailleurs, pardonnez-moi... Ce que vous voulez dire, c'est qu'il est à la fois victime et bourreau ? Bien sûr qu'il est victime et bourreau, c'est une évidence. Mais la question, c'est que quand vous posez cette question, derrière, il y aurait sentiment d'impunité, parce que ce jeune homme serait jugé pour un tribunal par enfant. Il risque 20 ans. Alors moi, je vais vous dire, nous étions au procès au mois de janvier contre des criminels corses professionnels qui s'appelle de l'assassinat en bande organisée. Ils ont été condamnés en appel. Ils ont tout prévu, brûler la voiture, etc., etc. Certains ont pris 7 ans. Ça vous choque en fait, l'impunité, elle est là-bas. Pas contre Pépito, à mon sens. Et ce que vous dites aussi, c'est qu'au fond, il n'est pas normal que dans le box des accusés aujourd'hui, il n'y ait pas aussi les autres responsables. C'est-à-dire qu'au fond, il y a certes la main qui tenait le revolver, mais au fond, il n'y aura même pas H, le fameux H, c'est-à-dire celui qui certes est déjà condamné puisqu'il est en prison pour d'autres faits, mais qui a été le commanditaire, celui qui a passé commande à Pépito. Il n'y a même pas eu de confrontation entre les deux hommes, comme l'avaient demandé certains pour que l'enquête puisse avancer. À la question de savoir comment on fait des procès en France, y compris contre le crime organisé, où en général on circonscrit à maximum 10 personnes parce qu'on n'est pas capable de faire des procès plus grands. Il y a des procès à la GIRS qui dorment depuis 12 ans parce qu'il y a trop d'accusés. Vous imaginez le système judiciaire français. Maintenant, là, c'est quoi le GIRS ? La juridiction interrégionale spécialisée qui est spécialisée contre les infractions de type crime organisé. La question ici, c'est peut-être que là, on touche au problème des mineurs. Comment on aurait fait pour mettre un gamin qui avait 14 ans au moment des faits avec un grand criminel qui est déjà en prison à vie? Ça n'aurait pas eu beaucoup de sens pour la tenue des débats. Quand vous dites qu'il y a une question qui relève aussi de la façon dont on est capable ou non d'instruire les dossiers, on sait qu'on s'était inspiré aussi de l'Italie, il y a ce fameux PNACO, le parquet national anti-criminalité organisée. Je reçois la patronne du PNACO tout à l'heure à 8h30, qui pour la première fois se retrouve effectivement être le parquet dans cette affaire. Qu'est-ce que ça change et est-ce que ça peut avoir des conséquences ? Alors, sur l'affaire en question, il y aura peut-être une forte valeur symbolique sur le fait que le PNACO s'occupe ici de cet assassinat qui a choqué tout le monde, le fait que la victime soit une victime innocente et le fait que l'assassin présumé ou le meurtrier présumé soit si jeune. En même temps, il aurait pu aussi se faire à Marseille ce procès, tant il répond aujourd'hui à une criminalité qui ressemble à ce qu'on connaît à Marseille depuis quelques années. Ce qui change pour le PNACO, c'est certainement la prise en charge de gros dossiers avec plusieurs personnes de profils différents dans le crime organisé, corrompus, blanchisseurs, trafiquants, logisticiens, et à mon avis, la dimension internationale à voir, mais
le PNACO sera plus fort pour aller négocier à Dubaï ou au Maroc la récupération, par exemple, de biens de criminels qu'ils ont placés dans ces pays-là. Suivez l'argent, c'est aussi la volonté justement du PNACO. Oui. Et la patronne donc de ce nouveau parquet anti-crime organisé sera donc mon invité, ne le manquez pas, ce sera à 8h30. Merci Fabrice Risoli, donc spécialiste de la grande criminalité et fondateur de l'association Crime Halt, de nous avoir éclairé ce matin. Il est 7h51.